être dit, on a un pouvoir qui, coûte que coûte, veut rester au pouvoir. Et depuis 2016, c'est-à-dire le premier report des élections, on voit qu'il y a une stratégie du pouvoir de garantir, coûte que coûte, une espèce d'affairisme, sa position. Et grâce à la société civile aujourd'hui, et vous l'avez dit, il y a des informations qui reviennent et qui montrent que malgré toute cette stratégie, la société civile congolaise, les Congolais, ont fait valoir le fait qu'ils voulaient un changement, qu'ils ne sont pas satisfaits de la manière dont le pays est aujourd'hui gouverné, qu'ils veulent avoir à la tête de ce pays des personnes qui sont en mesure de leur apporter des solutions qui sont des solutions par rapport à des situations qui sont des situations difficiles, des situations concernant leur sécurité, concernant leur survie, concernant l'éducation, concernant les infrastructures. Donc il y a des demandes qui sont formulées par la population congolaise. Alors nous, ici au Parlement européen, depuis 2016, nous avons pris un certain nombre de dispositions, nous avons interrogé, nous avons demandé, nous avons exigé, et par rapport à la non-réponse, je dirais plutôt même les réactions inverses du gouvernement congolais, eh bien nous avons aussi prôné la question des sanctions, parce qu'il y avait des comportements de la part du pouvoir congolais en place qui étaient des comportements de violence vis-à-vis de leur population, et donc il fallait sanctionner ces comportements de violence à l'égard des populations congolaises. Que disons-nous aujourd'hui? Plusieurs choses. La première, je pense que les résultats électoraux ne sont pas négociables. On ne négocie pas avant la proclamation des résultats. On peut négocier après une proclamation des résultats pour savoir quelles sont les forces en présence et comment constitue-t-on un gouvernement, une majorité, comment travaillons-nous en fonction de ce que les électeurs ont dit. Aujourd'hui, ce qu'on voit qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, c'est d'abord on fait nos accords et puis on modifie les résultats pour que ces résultats soient en conformité avec les accords. Ce n'est pas ça la démocratie. Et donc nous dirons, nous au Parlement européen, et j'espère que nous aurons le débat au Parlement européen lundi à Strasbourg en plénière, mon groupe politique a demandé que ce débat puisse avoir lieu, pour dire nous sanctionnons le fait que ces résultats, la vérité des urnes, ne soit pas mise aujourd'hui sur la table. Et que cette vérité des urnes puisse être, je dirais, offerte aux observateurs qui ont effectivement fait le travail d'observation indépendante pour pouvoir dire oui, cette vérité est acceptable ou non acceptable par la population congolaise. C'est la première chose que nous devons faire. Ensuite, nous devons, à mon sens, continuer à dire que les sanctions qui ont été demandées depuis, je dirais, quelques temps par les autorités européennes doivent être maintenues jusqu'au moment où les personnes qui ont été auteurs de violences puissent être jugées pour les faits de violence qu'elles ont commis dans leur pays à l'égard de leur population. Et donc il faut maintenir la pression sur le gouvernement congolais, sur les personnes, pour que demain, on ne reproduise pas les mêmes erreurs. Parce que, vous savez, l'être humain est ce qu'il est, et si je dirais, une attitude n'a pas été sanctionnée un jour, eh bien peut-être que demain elle pourrait se reproduire. Et donc il faut qu'on maintienne effectivement ces sanctions parce que ces personnes doivent être jugées pour le mal qu'elles ont fait. Okay. Alors Monsieur Dokolo, justement vous évoquez le rôle de la SYNCO qui a été assez ferme en se tenant comme garant de la vérité des urnes. Et le rôle justement de la SYNCO a été décrié par certains partis, dont par exemple la coalition au pouvoir, et a reçu une mise en garde de la CENI. Pensez-vous que cette mise en garde est légitime? Mais je pense que cette mise en garde, comme on vient de le dire maintenant, elle s'inscrit dans une suite de stratagèmes qui ont été développés avec un objectif, c'est de ne pas perdre le pouvoir. Donc aujourd'hui, moi je pense qu'il y a une grande question, comme les Anglais disent, the elephant in the room, peut-être à laquelle il faut qu'on s'attelle, c'est d'arriver à trouver une solution concrète, une alternative concrète pour M. Kabila et les quelques personnes qui, autour de lui, auraient tout à perdre si jamais cette vérité des urnes prévalait. Et je pense que ça, c'est, moi, je pense qu'il y a eu
on critique souvent les institutions européennes en disant que c'est une grosse institution qui a parfois de l'inertie, parfois pas assez de réactivité, mais c'est vrai que c'est important de reconnaître, par exemple sur cette question du Congo, qu'il y a eu beaucoup de députés européens, dont Madame fait partie en tant que Congolais. Je voulais vous en remercier et vous rendre hommage. Il y a eu beaucoup d'autres députés, Madame Kyenge, il y a eu beaucoup d'autres députés européens qui sont vraiment attelés à cette question-là, à faire comprendre à tout le monde que c'était très important à la fois d'être cohérent pour l'Europe par rapport à ses principes et ses valeurs, mais également d'être du côté de ceux qui pensent que pour se développer, le Congo a besoin d'un système qui est plus démocratique, plus crédible et plus transparent. Et en l'occurrence maintenant, cette question de ces élections, qui est tellement crucial. À mon avis, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont très importantes dans le chef de l'Europe, mais de tous les partenaires du Congo à l'heure actuelle, que ce soit les Congolais de l'extérieur, la société civile, mais aussi la communauté internationale et les pays de la sous-région, parce qu'il n'y a que par un alignement de toutes ces forces-là qu'on va arriver à une vraie solution globale. Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord annoncer une grande fermeté au gouvernement congolais, au pouvoir congolais actuel, en disant la vérité des urnes n'est pas négociable. Ce n'est pas la peine de venir ou avec une solution, là on nous dit que M. Chadari a gagné, ce n'est pas la peine de venir avec une solution de nous dire qu'il sera Premier ministre parce que le FCC a gagné les législatives, c'est juste faux, c'est impossible et ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas non plus possible de venir avec des machinations du type on va essayer d'invalider le vote au niveau de la Cour constitutionnelle dont on sait qu'elle a été mise en place par M. Kabila et donc elle n'est pas tellement fiable. Donc il n'y a pas d'artifice possible. Ça, je pense, c'est très important d'avoir une position très claire là-dessus. Et je pense que le maintien des sanctions et même éventuellement l'annonce d'un nouveau train de sanctions éventuelles, ça serait quelque chose qui, fait en amont, permettrait justement de canaliser un peu les émotions ou les passions des politiciens congolais à l'heure actuelle. Et puis deuxièmement, je pense qu'il y a un point qui est très important et dont il faut parler à un moment ou à un autre, c'est quelle est la sortie aujourd'hui pour M. Kabila et ses proches, c'est-à-dire comment fait-on pour tourner la page. Et là, j'en reviens un peu à l'histoire. Je me rappelle de l'époque, alors c'est un contexte différent parce qu'il s'agissait d'une guerre à l'époque. Certains disaient d'une rébellion, d'autres d'une invasion. C'était en 97, 96, là où M. Mobutu a eu les fameuses négociations d'Outenika sur ce navire de guerre de l'armée sud-africaine. Là, effectivement, on a dû faire une négociation et lui proposer un plan de sortie en lui faisant à la fois, et à l'époque c'était l'ambassadeur qui est devenu ensuite sénateur, Bill Richardson, qui avait été envoyé par les Américains pour lui dire clairement, écoutez, c'est fini, on arrête maintenant, c'est pas la peine d'essayer de s'imposer en dépit du bon sens. Et en même temps, il y avait une négociation qui a été faite notamment avec les pays de la sous-région en disant, écoutez, on a le cas d'un président qui est là, qui a encore un grand pouvoir de nuisance, essayez de lui parler pour le convaincre et qu'il trouve une solution alternative, parce que c'est vrai qu'il y a un besoin de justice. On ne peut pas reconstruire un pays avec l'impunité et sans la justice, mais en même temps, il y a aujourd'hui près de 100 millions de Congolais qui ont été, dont la vie, dont les perspectives, dont les droits ont été mis entre parenthèses depuis plus de 2 ans, et c'est important que on remette ce pays sur les rails, qu'on se remette au travail et qu'on redonne aux Congolais la normalité et la légitimité